Bonjour. Avec Chambon, ville de Grenoble. Par rapport à l'intervention, juste une petite remarque. Tu évoquais effectivement que la question du cadre légal n'était pas suffisant. Mais par contre, je voulais juste rajouter qu'elle est nécessaire. Parce que du coup, si aujourd'hui les pratiques de décision directe ne sont pas prévues dans la loi, ça crée l'insécurité juridique. Donc je suis d'accord avec toi, comme toujours, que la loi n'est pas suffisante pour que les bonnes pratiques se développent, mais par contre, il ne faut pas que la loi empêche l'expérimentation. Voilà, c'était juste la nuance que je voulais apporter par rapport à ton intervention. Et après, sur la politisation, comme de mon point de vue sur le budget participatif, on est sur des modalités de démocratie directe, pour moi, le contenu politique dépend du vote des gens. Et pour toi, il est dans la mécanique. C'est ça que je voulais voir avec toi. Parce que je pense que les gens votent, ils vont voter des projets qui vont dans un sens politique ou dans un autre, mais c'est le vote qui fera la politisation. Toi, c'est le contenu du vote, et tu as l'air de dire, toi, que c'est la mécanique qui crée. C'est ça que je voulais voir. C'est la politisation dans le sens politisation des citoyens. Donc, qu'est-ce qu'ils gagnent comme compétences civiques ou qu'est-ce qu'ils gagnent comme capacité à percevoir les intérêts contradictoires, ce qu'on appelle l'intérêt général, mais qui en gros, lorsque tu as une discussion, comment on passe en gros la discussion de comptoir de bar à une discussion où on est d'accord, on arrive pas forcément à un consensus, mais on comprend les différentes nécessités et le fait que c'est quand même compliqué de prendre des décisions sans qu'elles soient préjudiciables pour quelqu'un. C'est cet aspect-là de discussion, mais ça sans un format d'assemblée, ça me paraît compliqué. Après, c'est voilà, à Porto Alegre, c'était frappant de voir que même dans les discussions qu'ils avaient, ils pouvaient faire des liens avec la politique de l'État, la politique fédérale. Donc il y a le fait de faire des connexions avec des choix de société, on va dire. Et ça, est-ce que on le voit uniquement par le choix du vote? C'est qu'une traduction, mais la traduction, moi, un de mes partis pris depuis j'ai étudié le budget participatif, c'est de voir qu'avec la délibération, quand on met en face des gens qui ne se connaissent pas et qui partagent des points de vue différents, après qu'ils aient discuté, ils peuvent avoir changé d'avis. Quand on est en face d'un site internet, c'est pas toujours le cas, enfin je demande à voir, hein, mais pour l'instant il n'y a pas d'études qui montrent que les gens changent d'avis quand ils regardent, quand ils lisent sur internet. Au contraire, ça fait plus ce qu'on appelle des chambres d'écho, on a tendance à lire et à regarder et à discuter avec les gens qui nous ressemblent. Et je pense que le budget participatif pourrait faire l'inverse. C'était le modèle de cache-cache dont on a longtemps parlé à Grenoble, et vise proprement à faire ça. Oui. Oui, bonjour, mesdames et messieurs, Ibrahim Dufriche, premier adjoint au maire. Je voulais juste intervenir sur ce que vous avez dit, Gilles, sur à quel problème cherche-t-on à résoudre à travers le budget participatif. Je pense que la question centrale qui nous préoccupe, en tout cas nous, élus de proximité, c'est l'idée le constat que le vote ne suffit plus à faire revivre ou revivifier la démocratie. Le vote seul ne suffit plus, premièrement. Deuxièmement, la démocratie, dans la manière dont elle se déploie dans nos pays, elle continue, cette démocratie, à produire des inégalités. Donc ces deux problèmes, qui sont pour moi les deux aspects qui justifient la mise en place de ces budgets participatifs, c'est pour faire, encore une fois, vivre nos principes démocratiques. D'abord, encore une fois, le fait de donner la capacité aux citoyens d'agir, vous avez appelé ça l'empowerment, la capacitation, ça c'est, il me semble, le premier levier. Et ça répond au fait que le vote, en effet, ne suffit plus à revivifier la démocratie. Et le deuxième point, c'est en effet, c'est que cette démocratie, nous voyons les limites du fait qu'elle continue à produire des inégalités. Il faut qu'on trouve le moyen de réduire substantiellement ces inégalités. Et donc ces deux choses me semblent traduire la raison d'être de cette dynamique autour des budgets participatifs. En tout cas, moi, c'est ici que je comprends la finalité qui est visée à travers ces démarches. Deux interventions, ici et là. Oui, bonjour, Gérard Bonner, adjoint au maire de Clermont-Ferrand. À vous écouter là, pendant cette présentation,
je ressens la nécessité d'avoir une réflexion approfondie sur qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce qu'elle pourrait être aujourd'hui. Parce qu'on traîne des tas de modèles qui sont fort peu démocratiques. La démocratie athénienne, la démocratie censitaire, l'Assemblée générale qui décide de tout, qui parfois tourne à l'acclamation des leaders qui parlent le plus fort. Enfin bon, on traîne des idées et je crois qu'on a besoin, après le XXe siècle, et des expériences en particulier occidentales, mais pas seulement, à réfléchir qu'est-ce que pourrait être la démocratie, ses fondements au XXIe siècle. On va prendre une dernière question, parce qu'après il faut qu'on passe à la question suivante, s'il y a une intervention. Ah, encore un homme. Oui, bonjour, Pierre Ducam, je suis journaliste à l'Humanité. Tout à l'heure, vous mettiez un peu en... C'est le contraste entre l'émergence des budgets participatifs à Porto Alegre dans le cadre d'une décentralisation accrue ou augmentée et le contexte européen. Vous parlez de contexte européen, vous le contexte français, effectivement, avec une recentralisation financière, une verticalisation accrue qui semble se dessiner notamment avec ce nouveau gouvernement et ce nouveau pouvoir. Voilà. Est-ce que pour le dire plus franchement, est-ce que le budget participatif peut être une manière aussi de défendre la démocratie locale? Est-ce que l'essor constaté en France et peut-être dans d'autres pays européens est aussi à la fois une réponse à cette tendance de plus en plus verticale et aussi une réponse à d'autres crises sur cette question-là? Il y a un lien entre l'essor et C'est plutôt à la salle, c'est une question pour la salle, parce que je pense que dans chacune des villes, je pense que certaines d'entre elles peuvent avoir ça en tête et d'autres pas du tout. Moi, je pense que la question de la défense de la démocratie locale en France et notamment avec la réforme de la loi NOTRe, ça pose des questions, parce qu'on a plutôt l'impression qu'il y a, avec le phénomène de métropolisation, un éloignement de fait des centres de décision par rapport aux citoyens. On a également un certain nombre de politiques, de villes, pour faire des politiques de meilleure qualité, on va dire. Certaines villes, à mon avis, peut-être ça explique aussi pourquoi il y a autant de villes-centres à l'intérieur d'agglomérations qui tentent un budget participatif, Clermont-Ferrand, Grenoble. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc, que ces villes-centres lancent un budget participatif pour aussi impulser des dynamiques locales. Donc, il y a vraiment un jeu, à mon avis, de relations avec les citoyens, de relations avec les autres villes au sein d'une agglomération, et puis avec le niveau central. Mais est-ce que ce sera suffisant pour résister au rouleau compresseur d'un phénomène de concentration qui ne date pas du gouvernement Macron? Ça ne date pas du gouvernement Hollande, ça a été commencé avec Sarkozy. Les dernières réformes de décentralisation, c'était Raffarin, et depuis, ça va plutôt dans un sens inverse. On devait prendre une question. Juste, je vais essayer d'être très rapide. Je voulais revenir sur le... D'abord, je suis une habitante de Montreuil, je m'appelle Régine Blanquier. Je voulais juste revenir sur le problème du vote. Pour moi, le souci, je ne sais pas si c'est à l'échelle nationale, internationale, il y a un point important dans la notion du vote, pour que ça soit vraiment démocratique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de votants dans les budgets participatifs, et je pense que peut-être il faudrait revoir est-ce qu'il faut qu'un vote numérique, est-ce qu'il faut vote papier, est-ce qu'il faut des barnums dans les quartiers, avec pendant une journée tous les projets proposés, les gens ils viennent directement au barnum voter, je ne sais pas. Je pense que pour que ça soit vraiment démocratique, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau vote dans les quartiers. Je ne sais pas si c'est une constatation. Je pense qu'on pourra poser la question, c'est une excellente question. Je poserai tout à l'heure à nos interlocuteurs, puisque je pense qu'ils ont tous les trois réfléchi à ce qu'on appelle les barrières au vote, et ça sera intéressant d'écouter. Juste pour passer à la phase d'après, malheureusement, il faut qu'on passe, enfin, c'est très bien.
donc la phase de présentation. Pour le coup, je félicite nos traductrices qui vont pouvoir vous présenter ça, sachant qu'il y a toujours des mots très compliqués, parce que ce sont des réalités différentes, donc c'est difficile à traduire. Le terme de community worker, par exemple en anglais, pour le cas de l'Écosse, ce sera difficilement, on trouvera difficilement l'équivalent. C'est entre le travailleur social et ce que font par exemple les centres sociaux. Inversement, les porteurs de projets. Hier, avec Carlos, on posait la question, mais en fait, qu'est-ce que vous appelez porteurs de projet? Eux, ils n'ont pas de porteurs de projet. Quand ils font des assemblées, ils ont des idées qui sont émises, et ensuite, c'est médié via des délégués qui sont élus au sein des assemblées. Donc l'idée même de porteur de projet est compliquée. Donc ça existe au Portugal, en Écosse aussi, c'était un peu compliqué. Donc tout ça pour dire qu'il faudra voir avec les traductrices, et ayez ça en tête que même en ayant un mot, ça peut traduire des réalités très très différentes. Et donc pour introduire maintenant nos intervenants, la première expérience que j'ai visitée en Grande-Bretagne, c'était pour le coup à Kirkcaldy, qui est une des communes au sein du comté de Fife.